Jean-Michel Chaumont, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette rencontre pour Politica. Aujourd'hui, nous allons essayer de dialoguer ensemble pour comprendre, analyser ton parcours intellectuel et scientifique. Et je voudrais tout de suite commencer par quelques petites informations qui vont nous préciser un petit peu d'où tu viens. D'abord, dire que tu es docteur en philosophie, tu as fait ta thèse sur la responsabilité historique en 1989 à l'Université de Louvain. Ensuite, tu as passé un doctorat en sociologie, connaissance ou reconnaissance, les enjeux latents du débat sur la singularité de la Shoah à l'EHESS en 1995. Le manuscrit de cette thèse deviendra ton livre « La concurrence des victimes » qui est sorti en 1997. Et entre ces deux doctorats, tu as été collaborateur scientifique à la Fondation Auschwitz de Bruxelles, qui a été précisément le terrain de ta recherche qui t'a permis d'écrire La concurrence des victimes. Depuis 1995, tu es chercheur au Fonds national de la recherche scientifique belge et professeur à l'Université de Louvain, à cheval entre la sociologie, l'histoire et la philosophie, c'est-à-dire trois grandes disciplines. Ma première question sera justement sur ta formation. Quel a été ton parcours qui t'a permis de passer ainsi de la philosophie à la sociologie et quels sont surtout les auteurs qui ont le plus marqué tes années de formation et qui encore aujourd'hui influe sur ta pensée sur laquelle nous allons longuement revenir par la suite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui ont compté pour moi durant ma formation philosophique qui soient ceux qui comptent encore. En réalité, j'ai commencé une année de psycho, puis la psycho m'a pas bien parlé, et par contre les cours de philo qu'on avait, eux, me passionnaient. Donc je suis passé en philo dès l'année suivante. Et toutes ces années, c'était des années de lecture. Lecture de textes difficiles. Et je crois que la formation en philo, pour moi, c'était ça. C'était l'apprentissage de la lecture et de pouvoir rester des heures, voire des jours sur 3 paragraphes de Kant. Ça, c'est ce que je retiens de ces années-là. Beaucoup de temps passé à lire et essayer de comprendre Martin Heidegger à l'époque. Du temps qui a été formateur, mais dont j'ai tendance aujourd'hui à considérer comme une erreur de jeunesse. Et de Heidegger à un homme beaucoup plus sympathique, mais qui peut-être se trompait aussi autrement, mais se trompait aussi, qui était Fernand de Higny, travaillant avec des autistes, des enfants autistes dans les Cévennes, et qui me semblait à l'époque, et je crois qu'il faut tout oublier de cela, qui me semblait être parfois en résonance dans ses réflexions sur le langage et sur l'absence de langage chez les enfants autistes, en résonance avec la pensée de Martin Heidegger sur le langage aussi. Donc, toute chose qu'il est charitable aujourd'hui d'oublier. Ensuite, il y a eu un doctorat en philosophie qui au départ partait sur Kant, qui au terme de plusieurs péripéties et un événement qui n'était pas du tout une péripétie pour moi, qui était la mort brutale de mes parents en 87, qui m'a amené à vraiment, à ce moment-là, j'étais en plein dans cette thèse, et puis cet événement arrive. Heureusement, j'allais régulièrement sur un divan, ce qui m'a permis de continuer, et en fait, de transformer en quelque sorte le travail de deuil en une réflexion philosophique sur ce que l'on doit au passé et du coup la responsabilité historique. Et je crois que si je dis aujourd'hui thèse sur la responsabilité historique, c'est parce que c'est la seule chose qui me semble mériter d'être retenue
de cette thèse qui, plus globalement, portait aussi sur Hannah Arendt, la critique de la modernité, etc., choses qui aussi peuvent être oubliées sans dommage. Par contre, effectivement, c'est là que se cristallise quelque chose qui va rester pour moi opérant jusqu'aujourd'hui, c'est le sentiment qu'il est nécessaire, et la tentative de le faire tant que possible sur tous les sujets qui m'a été donné d'aborder, de tirer les leçons du passé. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est resté une constante. Alors, en 87, c'est la mort de mes parents, et c'est aussi l'Historikerstreit en Allemagne, et mon promoteur de thèse était un grand épistémologue, c'était le professeur Ladrière, qui était un grand monsieur. Et donc, voilà, c'est plus avec un intérêt pour l'épistémologie de l'histoire, l'écriture de l'histoire et ses présupposés, que je me penche sur ce débat qui portait sur la singularité de la Shoah, débat opposant Ernst Nolte, Saul Friedlander, Jürgen Habermas. Et dès ce moment-là déjà, il m'apparaît comme épistémologue, cette question de la singularité de la Shoah, de la singularité absolue de la Shoah, de son unicité, dans la discipline historique, ça ne fait pas beaucoup de sens. Ça ne fait pas beaucoup de sens qu'une singularité mémorielle puisse exister, ça c'est certain. La mort de ma mère, c'est la mort de ma mère, et il n'y a aucune mort qui, pour moi, est comparable à cette mort-là. Mais bien sûr, c'est la mort d'une mère. C'est une expérience très, très, très commune. Et donc, pour tout autre que moi, ça n'a pas cette même unicité. Mais bon, néanmoins, le camp progressiste, à l'époque, me semble-t-il, c'était bel et bien celui de Habermas, et pour toute cette dimension aussi de reprise critique du passé, d'élaboration d'une relation critique au passé, c'était de ce côté-là, me semble-t-il, qu'il y avait des choses intéressantes qui s'élaboraient, tandis que dans l'autre camp, on était plutôt pour reprendre l'histoire avec fierté, etc., etc. Donc, alors on décide d'organiser quelque chose autour de cette polémique en Belgique. C'est là que j'ai les premiers contacts avec la Fondation Auschwitz. Pour moi, c'est un événement grandiose. En une fois, je me retrouve à côtoyer, à travailler avec des gens qui, pour moi, sont ceux qui ont l'expérience la plus extraordinaire qu'on puisse avoir au XXe siècle. Les rois, les présidents, les ministres, il n'y a personne qui pouvait, pour moi, avoir un tel prestige réellement. Et pas un prestige mal placé, mais avoir tant de choses à dire. Il condensait un peu toute l'expérience négative possible, non seulement du XXe siècle, mais bien plus encore. Et donc on fait ce colloque ensemble. Et puis, à la fin de ma thèse, je suis engagé par la Fondation. Et là, ça correspond tout à fait, effectivement, à la conclusion de ma thèse en philo. Il faut tirer les leçons de l'histoire. Ben voilà, je me fais engager dans un milieu où c'est exactement ce pourquoi on est payé, pour aller dans les écoles et amener des professeurs d'histoire à Auschwitz, etc. Et puis, ce que je vois, une fois que je suis dedans, et plus seulement un compagnon de route, c'est tout autre chose. Oui. C'est tout autre chose. C'est que
les conflits sont incessants entre ceux qui, à l'extérieur, paraissent comme des alliés, puisque ce sont les amicales des camps de concentration classiques, entre guillemets, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück, ou des conflits avec d'autres associations qui se revendiquent d'une mémoire juive, et qui disent, qui reprochent à la Fondation Auschwitz de diluer l'Holocauste, la Shoah, dans l'ensemble des crimes et génocide nazi. Déjà, génocide nazi, on ne peut pas l'utiliser au pluriel parce qu'il n'y a qu'un génocide. Et donc, la Fondation se trouve vraiment prise entre deux feux. Certains qui lui reprochent de ne parler que des Juifs, trop des Juifs, et nous, les patriotes, nous, les antifascistes, on nous a oubliés. Et du côté de ceux qui étaient les héritiers de la déportation raciale, entre guillemets, vous ne parlez pas bien, vous ne parlez pas suffisamment distinctement de la Shoah. Et mon boulot, là, devient plus celui d'être un médiateur entre ces différents courants. Et ça marche assez bien pendant un certain temps. Et puis ça ne marche plus du tout. Et je me fais éjecter moi-même. Ouais. Je suis le fusible qui saute. Et c'est effectivement, comme tu l'as dit là tantôt, la tentative d'élaborer cette expérience professionnelle qui a donné lieu à la thèse en sociologie, qui est peut-être pour moi aussi le moment de mon parcours où je commence vraiment à réfléchir par moi-même. C'est vrai qu'il y avait eu cet épisode responsabilité historique, où ça, c'était aussi quelque chose qui était une élaboration d'un vécu. Mais là, je deviens grand, quoi. Enfin, je deviens adulte, il est temps, j'ai presque 37 ans, donc c'est ce chemin-là. Et puis, tu le sais, la concurrence n'est pas très bien reçue. Je perds un certain nombre d'amis qui parfois me disent ou me font dire par article interposé que je suis le défenseur d'un révisionnisme qui est plus pervers encore que le négationnisme, puisqu'il vise justement à nier la singularité de la Shoah, à banaliser la Shoah, à en faire un détail de l'histoire. On voit tout de suite, on voit ce qui se passe. Et donc, pas seulement pour ça, mais en bonne partie pour ça, je décide, c'est fini pour moi ce champ-là. Et c'est le moment aussi où cette deuxième thèse m'ouvre le chemin, enfin m'ouvre les portes d'un contrat définitif au Fonds national de la recherche scientifique, donc me met à l'abri du souci du lendemain et du boulot, et Dieu sait si j'en suis reconnaissant. Et qu'est-ce que je fais alors ? Notamment une recherche pour donner un coup de main à des amis qui avaient mal calculé leur budget, et moi qui me retrouvais un peu sans emploi à ce moment-là. Je passe beaucoup de temps, enfin une année à peu près, à suivre une brigade de gendarmerie dans toutes ces activités, jour, nuit, etc. Et notamment, il y a une expérience qui me frappe bien. C'est un jour, je l'ai un petit peu enjolivé pour la raconter, mais
prépare une opération contre un atelier clandestin. Et donc, une espèce d'atelier de couture, comme ça, où on débarque avec l'inspection du travail, tout ça est assez bien préparé. Et on arrive effectivement dans un endroit assez glauque, où des gens travaillent dans le noir, à peu près. Et on fait une impressionnante descente, là. Et je vois là que pour les uns et les autres qui sont présents dans cette situation, les enjeux sont complètement différents. Les gendarmes sont contents, pour une fois, de pouvoir avoir un rôle qu'ils pensent très positif. On libère des esclaves. On libère des esclaves. Ce sont des victimes de la traite des êtres humains. On les libère. L'inspecteur du travail, il est content parce que c'est du travail en noir qui se fait là, c'est ce travail qui sape la sécurité sociale du pays, et c'est la raison. Et puis le plus surprenant, ce sont ces malheureux auxquels les gendarmes annoncent tout contents qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux, et eux ils disent mais non, c'est la dernière des choses, quoi. Et là il y a cette incompréhension totale. Et du coup naît pour moi l'envie l'intérêt de voir c'est quoi ce discours sur la traite des êtres humains, ces esclaves qui ne veulent pas être libérés. Et ça m'a amené alors de nouveau à faire une enquête plus historique, plus généalogique, et cette fois-ci pour la première fois vraiment où je m'initie au travail en archives, essayer de voir quelle était la matrice de ce discours. Et cette matrice, c'est très simple à identifier. C'est à la fin du XIXe siècle, la dénonciation qui d'ailleurs passe à un moment important par la Belgique et par un scandale à Bruxelles, la dénonciation de la traite des Blanches. Et traite des Blanches, et puis ça devient, après la Première Guerre mondiale, ça devient la traite des femmes et des enfants, parce que on ne peut plus ne rester attaché aux blanches, il y a les jaunes, etc. Mais on quitte ce titre avec un peu de tristesse, parce que ça traite des blanches, ça sonnait tellement bien par opposition à un moment où tout le monde a encore le souvenir en tête de la traite des noirs, mais la traite des blanches était encore pire, bien sûr, puisque là non seulement ces malheureuses étaient kidnappées et astreintes au travail forcé, mais en plus elles perdaient leur âme dans le type de travail qu'on leur faisait faire, à savoir de l'esclavage sexuel. Et puis je tombe à Genève sur un fonds d'archives absolument extraordinaire. Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance aussi. D'un comité d'experts qui est chargé par la Société des Nations, à l'initiative de Rockefeller, qui paye tout, de rédiger un rapport sur l'état de la traite, et qui, pour cela, envoie des enquêteurs, et notamment des enquêteurs undercover, qui infiltre la diaspora interlope, et en particulier la diaspora juive interlope, depuis l'Amérique latine jusque beaucoup en France, la France qui à l'époque est un grand pays réglementariste. Et donc à ce titre, la cible de beaucoup de militants anti-prostitution, puisque la réglementation est considérée comme la cause de la traite, puisqu'il faut alimenter ces bordels en chair fraîche, et donc la traite est censée fonctionner pour cela. Et donc on a là une enquête, un des enquêteurs dont on a récemment publié tous les rapports ici, Paul Kinsey, va dans, je sais plus, 34 pays, je crois. Il visite un nombre incroyable de villes, et chaque fois il fait le rapport, et lui se fait passer pour un proxénète qui cherche à placer une fille, qui cherche à en acquérir une nouvelle, etc. Et il rencontre tous ces intermédiaires du milieu de la prostitution
qui, pour la première fois, là, parle à un collègue. Et c'est absolument fascinant. Puis, il renvoie tous ces petits rapports écrits quotidiennement à Genève, où ce comité d'experts est bien embarrassé, parce qu'on ne trouve pas ces jeunes vierges qu'on est censé kidnapper à la sortie des écoles pour les envoyer dans des harems lointains. On trouve massivement des jeunes femmes qui, poussées par la misère, se prostituent dans leur pays et qui, dans l'espoir de gagner davantage, migrent vers des pays mieux nantis économiquement. C'est-à-dire qu'on trouve exactement ce qu'on trouve aujourd'hui aussi. Et donc, ce comité d'experts qui n'est pas du tout content des conclusions que c'est, en fait, de ce qui se dégage des observations faites par leurs propres enquêteurs, caviarde complètement les données qui leur sont présentées et censure, modifie, trafique littéralement les informations pour donner finalement une représentation conforme à leur conviction, a priori, du phénomène. Et donc ça, c'est un travail qui va me mener jusqu'en 2009, où peut-être qu'il fallait cette longue coupure, mais toujours est-il qu'on me demande un peu fortuitement, souvent dans ma vie, j'ai l'impression que les chercheurs, dans ma vie ailleurs aussi d'ailleurs, c'est un peu les circonstances qui ont décidé de choses. Et donc il se fait que Christophe Dejour, pour ne pas le nommer, me demande un article pour une encyclopédie sur un dictionnaire de la violence. Il me demande d'écrire l'article survivant. Bon, pourquoi pas. Et voilà que je m'y mets et qu'il y a un franc qui tombe. Qu'il y a un franc qui tombe à ce moment-là où déjà dans la concurrence des victimes, cette accusation, ce reproche de passivité qui a été massivement adressé aux victimes de la Shoah après la guerre, hein, le fameux ils se sont rendus comme des moutons à l'abattoir, m'avait vraiment, à l'époque de la Fondation, paru le reproche le plus stupide qui se puisse imaginer et le plus indigne qui se puisse imaginer. Et en 2009, lorsque je suis amené à repenser à tout cela, je me dis, mais est-ce qu'il y a une situation dans laquelle un reproche de ce type peut faire sens? Et une fois de fait, il m'apparaît que le soldat qui survit à la défaite de son camp va très probablement s'exposer, lorsqu'il rentre chez les siens, à des questions extrêmement désagréables, extrêmement inquisitrices, qui lui demandent « Mais comment ça se fait que tu es là, toi ? Les autres, ils sont parvenus. Et toi pendant que les autres se battaient, pendant que les autres donnaient leur vie pour la défense du groupe, toi, tu étais caché quelque part derrière une pierre, peut-être, passif, lâche, ou peut-être même qu'à un moment ils t'ont surpris et que pour garder la vie sauve, tu leur as donné les clés qui permettent d'entrer dans la ville. Et donc, pour moi, apparaît alors cette comment dire, cette suspicion, ce survivant, je le dénomme un survivant suspect, et je me dis, ben voilà, c'est cette même réaction qui s'est produite dans le cas des Juifs, des victimes de la Shoah. Mais comment expliquer que ce qui est très compréhensible dans le cas d'un soldat dont le devoir était d'exposer sa vie, puisse être transposé à des malheureux qu'on déporte, des enfants, des vieillards, des femmes qui n'étaient en rien des soldats. Donc comment est-ce qu'on peut transposer cette réaction sociale d'un groupe armé où elle semble
compréhensible à des populations civiles où elles ne le semblent pas du tout, et au contraire, elles nous indignent. Et tout ce travail de ces dernières années a été d'essayer de trouver les maillons qui permettent d'associer cette expérience, enfin ces réactions, et d'en comprendre la logique sous-jacente. On va revenir un peu en détail sur ton dernier ouvrage, mais là, tu le dis assez clairement, on a vraiment là le sentiment, en te lisant et en t'écoutant aujourd'hui, d'un projet intellectuel très fort derrière ces trois grands terrains que tu viens de nommer, où il s'agit d'aller vraiment interroger la façon dont les évidences morales se construisent et façonnent plus que des sentiments, mais des actions, et des actions qui peuvent être parfois extrêmement dommageables pour les individus. Alors, la force de ton travail, je crois, et j'aimerais t'interroger là-dessus sur la méthode et sur la posture, consiste à rentrer dans un champ éminemment polémique et politique bien sûr, sans aucun regard de dénonciation, et je dirais même avec une force d'humanisme et d'humanité qui permet de dire des choses jusque-là extrêmement difficiles à dire. Comment finalement fait-on l'histoire et la sociologie des évidences morales à une époque où elles ont encore cours, où elles sont très violemment inscrites dans l'espace social et sélectionnent un certain nombre de populations. Et il m'a semblé que c'était là aussi un des éléments clés de ta posture de chercheur dans ces trois terrains que tu viens d'énumérer et sur le dernier sur lequel on va revenir plus longuement. Je pense que c'est une posture en fait très classique des sciences sociales. Que faisons-nous bien souvent? On est confronté, pensons aux anthropologues, ils sont confrontés à des peuplades lointaines, enfin la définition classique, disons, de l'anthropologie, un peu dépassée maintenant, mais ils sont confrontés à des populations lointaines, exotiques, et qui paraissent au sens commun assez barbares. Par exemple, ils mangent d'autres êtres humains. Oh, vraiment, c'est des primitifs. L'effort des sciences sociales va être de trouver une meilleure qualification, va être d'essayer de comprendre le sens de ces pratiques, de trouver effectivement, parce que on risque peu de se tromper en disant que ce sont des humains et que donc il y a un sens humain qui se trouve derrière ces actes, même si nous ne le percevons pas d'emblée. Et ensuite, nous allons requalifier cet acte qui nous paraît à nous complètement barbare, on va le requalifier en un rituel qui fait sens dans la vision du monde qu'ils ont. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous trouvons magnifique qu'on mange les gens, ou que nous allons nous mettre à être des cannibales aussi. Et ce travail de partir d'une qualification du sens commun ou pas nécessairement du sens commun, mais pour arriver à une autre qualification par un travail de compréhension, il me semble que c'est un fil rouge aussi de ma démarche. Et déjà dans la thèse de sociologie, connaissance ou reconnaissance. On a là un débat qui est présenté comme un débat scientifique, un débat d'historien. Est-ce que c'est unique? Oui, non. Et au terme d'une longue enquête, je propose l'hypothèse sur laquelle non, c'est pas un débat scientifique. L'enjeu, c'est de la reconnaissance. Et si on veut du coup, pacifier ce débat-là, la réponse, c'est pas de produire la preuve que c'est unique ou que ce ne l'est pas. Ça, ce débat-là est sans fin. Mais par contre, de donner la reconnaissance qui a été déniée à un certain moment. Même chose. La présence de prostituées étrangères sur nos trottoirs, comme à l'époque de l'entre-deux-guerres, elle est indéniable. Mais alors, la qualification qui est donnée par les politiques, par les agences internationales, c'est traite des êtres humains, c'est de l'esclavage.
au terme d'un long travail aussi, non, requalifions les choses, c'est de là un phénomène migratoire. Mais du coup, bien sûr aussi, ce n'est plus un problème de police, ce n'est plus un problème de répression, c'est un problème de justice sociale dans les pays. Et donc cette requalification a des enjeux, me semble-t-il, énormes pour après traiter les problèmes ou les questions qui sont ainsi soulevées. Et dans cette dernière partie de mon travail, au départ, il y a ce que notre sensibilité, depuis peu de temps, en fait, depuis une trentaine, quarantaine d'années tout au plus, considère être une intolérable réaction qu'on appelle blâme aux victimes. Et c'est très mal de blâmer les victimes. Et de nouveau, même effort pour tenter de comprendre et requalifier ce que nous appelons blâme aux victimes. En fait, ce sont les jugements que prononce la morale de l'honneur qui fait sens, qui protège la loyauté dans des moments où cette loyauté est très fortement mise à l'épreuve. Et de nouveau, ça ne veut pas dire du coup que oui, il faut restaurer une morale de l'honneur, mais il faut comprendre quels étaient les intérêts qu'elle protégeait, comment elle fonctionnait, etc. Alors venons-en justement à ce dernier ouvrage qui s'appelle Survivre à tout prix, qui est un ouvrage qui fait plus de 400 pages, je ne sais plus combien, 460, un truc comme 400. 400 toujours, avec des annexes sur la méthode, sur la façon dont tu as travaillé, qui est à mon avis un ouvrage qui va devenir un classique, un livre essentiel, puisque tu abordes de front cette question que tu viens de nommer, comment on passe de blâmer les victimes à survivre à tout prix, et comment on peut interroger le changement qui s'est opéré ces dernières années. Alors la force, je pense, de ce travail, qui est un véritable travail très documenté, c'est tout sauf un essai, c'est l'envers de l'essai. J'ai rien contre les essais, nous sommes tous à considérer que les essais sont des choses très importantes aussi pour la recherche, mais là, pour le coup, l'essai aurait été effectivement un travail risqué. Et là, tu choisis la recherche au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire avec une documentation très riche, avec un programme intellectuel et avec 3 scènes emblématiques qui ne sont pas les seules, mais ce sont les 3 scènes que tu vas traiter, que tu réunis en des livres différents, livre 1, livre 2, livre 3, à juste titre, me semble-t-il. Livre 1, c'est survivre à la torture, tu vas nous en parler avec des choses tout à fait étonnantes que l'on y apprend. Le livre 2, c'est survivre au camp, et le livre 3, survivre au viol. Et il est vrai que c'était audacieux d'imaginer de pouvoir lier les 3 ainsi, même si, quand on revient sur ton parcours, on voit comment ils s'articulent, il me semble important que déjà tu nous dises un peu comment tu as imaginé cette construction de ces 3 grands livres, et puis ce que tu as voulu nous dire à travers cela. Disons que c'est un livre qui a été très difficile à écrire, et dont la structure aussi a été difficile à trouver. Je l'ai réécrit 3 fois complètement, et en fait, ce qui m'apparaît finalement maintenant comme le terreau le plus comment dire, enfin, comme le sol le plus solide pour étayer la recherche, à savoir ce premier livre, Survivre à la torture, n'est apparu que, alors que presque toutes mes conclusions étaient déjà acquises, si tu veux, mes hypothèses étaient formées. Mais je n'avais pas imaginé une seconde, même après plusieurs années de travail, que quelqu'un pourrait imaginer de demander des comptes à un rescapé de la torture. Ça me semblait qu'on puisse le faire dans des tas d'autres situations, oui, mais la torture, quoi. Et en fait,
j'ai eu de la chance, de nouveau, entre guillemets, hein, d'avoir accès aux archives du Parti communiste belge et grâce à la générosité de José Godovic qui m'a ouvert ces archives au-delà de ce qui est permis d'habitude aux chercheurs, de découvrir effectivement à peu près 150 relations, 150 documents rédigés par des rescapés de la torture et de la déportation en 1945, à la libération des camps, et qui passent devant la commission centrale de contrôle du parti et qui doivent rendre compte de leur attitude à la fois durant les séances de torture ou de passage à tabac. Ils n'ont pas tous été torturés, heureusement. Et de rendre compte de leur attitude dans les camps. La question étant évidemment, pour le parti, de savoir qui a trahi, qui n'a pas trahi, question dont on comprend de nouveau très bien la légitimité, et qui nous fait retrouver l'exemple princeps du soldat qui survit à la défaite de son camp, puisque si à la fin de la guerre, c'était finalement une victoire alliée et que le Parti communiste était du côté des vainqueurs, c'était quand même une bataille qui avait été émaillée de défaites. Et ces défaites avaient coûté beaucoup de vies humaines dans les rangs du parti. Et bien sûr, le parti veut savoir sur qui il peut compter au retour pour reconstruire le parti. Et il a d'autant plus de raisons de le faire qu'un certain nombre de dirigeants du parti ne se sont pas comportés comme un communiste devait le faire. Et donc on a à ce moment-là une commission qui se met à travailler, des militants qui eux-mêmes estiment normal de passer devant cette commission et de rendre des comptes. Et on a des documents là, hein, je suppose que tu y as été sensible aussi, qui sont extrêmement émouvants dans cet aveu d'un moment de faiblesse qui a pu conduire effectivement à l'arrestation d'autres camarades et cette relation très sincère qui se passe entre camarades, donc avec aucune ou très peu, disons, par rapport à d'autres types de documents produits face à d'autres instances, par exemple pour obtenir des décorations ou des pensions, où là le mensonge face aux institutions bourgeoises est tout à fait toléré. Mais ici, non, ici on ne ment pas. Et on prie littéralement le parti, si on a été faible, comme c'est le vocabulaire utilisé, on prie de ne pas être trop sévèrement sanctionné, c'est-à-dire de ne pas être définitivement exclu du parti. Alors ça c'est, me semble-t-il, le cas de figure le plus fréquent de ceux qui ont eu un moment de faiblesse et puis qui s'en repentent littéralement, même si c'est un terme un plus chrétien, mais qui est tout à fait à sa place là. On a un groupe qui est plus que celui de l'exception qui confirme la règle. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Ce sont ceux qui ne parlent pas. Oui. On ne sait pas comment, auxquels on peut faire subir les pires sévices dans le bunker du camp de Brandung, ouais. et puis qui ne parlent pas. Et puis, à d'autres extrêmes, on a ceux qui, au contraire, donnent bien au-delà de ce qui était nécessaire, de ce qui peut être abandonné dans un moment de trop grande souffrance et qui presque se complaisent dans ce retournement, enfin qui paraissent le faire en tout cas à ceux auxquels ils sont confrontés, ceux que j'appelle les dévergondés,
Et ceux-là, pour ceux-là, le parti n'aura aucune pitié, en ce sens qu'un certain nombre d'entre eux seront liquidés physiquement dans les camps quand ils seront, ou bien déférés devant la justice militaire après. Donc pour cela, aucune rémission, même si parfois il y a eu des cas où c'est une justice qui est comme la justice militaire, si vous voulez, hein, une justice qui est extrêmement dure et pas toujours, qui n'apprécie pas beaucoup les nuances comme elle pourrait et devrait le faire, mais les circonstances permettent de le comprendre. Et puis il y a un groupe qui est où se sont retrouvés notamment une partie des dirigeants du Parti communiste belge en 1943, en juillet 1943, un groupe de ceux qui ont accepté de pactiser avec l'ennemi à un moment, et eux qui avec la claire conscience, en tout cas pour certains d'entre eux, qu'ils se déshonoraient, hein, et avec cette référence aussi tellement surprenante dans un pays, pour nous spontanément. L'honneur, c'est plutôt l'aristocratie, c'est plutôt les duels, etc. Ici, on a des militants prolétariens du Parti communiste, et voilà que tous parlent de leur honneur. Oui, hein, oui. cette appropriation par des gens auxquels on ne s'y attend pas, et pour lesquels, en une fois, la défense de leur honneur devient l'enjeu majeur. Et c'est ça qui m'a fait comprendre. En fait, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces morales de l'honneur, en fait, elles sont très simples. Et peut-être que je simplifie trop, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. C'est que c'est des morales qui défendent la loyauté. Alors la loyauté, quel que soit le type de groupe, ça peut aussi bien être un groupe mafieux. Hein, ou même les SS, dont la devise c'était hein, Meine Ehre ist treu, hein, mon honneur c'est ma fidélité. Et c'est juste, c'est juste, mais c'est aussi l'honneur des communistes, l'honneur des partisans, l'honneur de toute collectivité qui se trouve menacée et dans un rapport de force extrêmement défavorable. Et que commente la morale de l'honneur? Ça, Montesquieu l'avait très bien saisi. Son commandement presque unique, c'est il ne faut pas hésiter à exposer sa vie pour sauver son honneur. Mais sauver son honneur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ce que je pensais encore ce que ça voulait dire il y a 10 ans. Mourir pour la gloriole ou pour rien, de nouveau une espèce de geste aristocratique comme ça, la beauté du geste simplement. Non, c'est mourir plutôt que de trahir. C'est la loyauté. Et restaurer son honneur grâce à la sanction. C'est aussi ça que tu montres, que cette logique de l'honneur va jusqu'à la sanction. Mais alors comment on passe de cette logique de l'honneur à ce qui s'est passé dans les camps et aux survivants de Donc, Shoah? D'abord, c'est toujours dans ces mêmes documents, on parle aussi dans les camps d'actes déshonorants. Et donc, ça veut dire que hein, la morale de l'honneur, il y a encore sa place. Seulement, donc, dès qu'on a honneur, pour moi, on a loyauté ou traîtrise, avec des formes de lâcheté qui sont hein, entre les deux. Dans le camp, la trahison prend d'autres formes. C'est la faim qui fait qu'on devient des traîtres. Et là ça peut être traître à mes camarades. On organise une cantine, on organise la solidarité entre certains, entre nous, les communistes par exemple, où on en fait profiter d'autres aussi. Et l'un ou l'autre militant peut détourner cette solidarité à son profit. C'est déshonorant. C'est une façon de trahir les siens. Ça peut aller encore, évidemment, beaucoup plus loin. Il y a un cas qui est particulièrement terrible dans les archives, celui qu'ils appellent le protecteur des mourants. C'est celui qui va auprès des camarades agonisants et qui leur prend leur dernier quignon de pain. Autre forme de trahison. On connaît aussi, alors ici, hors des groupements politiques, le père, le fils,
la mère, la fille, qui en finissent aussi par se voler les unes les autres. Et voler ce morceau de pain, ça peut signifier condamner celui qui en est privé à la mort. Donc ce sont d'autres formes de trahison, mais qui n'en sont pas moins fortes. Et ce sont les liens, parfois, ceux qu'on considère les plus sacrés, ceux qui donnent sens à notre vie, si vous voulez, qui peuvent ainsi être anéantis. Et là, du coup, quand on voit effectivement que l'honneur qui me commande de mourir plutôt que de trahir en ce sens, ça fait beaucoup de sens. Hein. Et même si, on pourra peut-être y revenir après, il s'agit évidemment à aucune minute de penser, enfin ce serait même tellement stupide de penser qu'on va restaurer le sens de l'honneur, etc. Ce sont des choses qui ont disparu, et à certains égards, tant mieux, parce que c'était aussi associé à un certain nombre de traits sociaux que nous ne souhaitons pas reproduire. Mais néanmoins, se pose la question de savoir quel équivalent on peut le retrouver, parce que ce genre de situation, malheureusement, se reproduit et est voué à se reproduire encore. Oui, dans cette logique de l'honneur, dans les camps, il y a tout un passage absolument exceptionnel sur les Sonderkommando et la dimension tragique qu'il peut y avoir dans ce qui s'est passé et dans l'analyse que l'on peut en faire. Et je ne peux qu'inviter à lire ces pages parce qu'elles sont essentielles et remarquablement construites. Mais j'aimerais qu'on arrive aussi assez rapidement à ce troisième livre qui, à mon sens, est aussi extrêmement important. C'est la question de survivre au viol. Pour plusieurs raisons. Hein, la première, c'est que c'est peut-être la première fois qu'on en traite ainsi. Le viol n'est pas abordé régulièrement de cette façon-là. Et ensuite, c'est le lien que tu fais avec les deux autres parties. Et je trouve que ça mérite vraiment que tu nous en dises quelque chose là. Que d'emblée, déjà du temps de la concurrence des victimes, j'avais fait l'analogie, le rapprochement entre cette accusation de « mais vous n'avez pas résisté » faite aux victimes de la Shoah, et cette même accusation, ce même reproche qui est communément adressé aux survivantes du viol. Et qui est aussi probablement la réaction la plus dénoncée heureusement, depuis une quarantaine d'années à l'initiative des mouvements féministes. Donc, la réaction semble être de même nature. Est-ce que tu n'as pas consenti finalement? Est-ce que du coup, ce n'est pas un viol? En fait, tu as fait l'amour, et tu as fait l'amour avec peut-être quelqu'un avec qui tu n'aurais pas dû faire l'amour. Donc c'est ce même soupçon, mais par contre, ce qu'on perd, alors qu'on les avait dans toutes les autres situations examinées dans le livre jusqu'à présent, c'est qu'on ne voit pas en quoi le fait éventuellement de coucher avec un amant, ce qui est le soupçon, met en quoi que ce soit le groupe en péril. Ça met peut-être le couple en péril, ça met peut-être le mariage en péril, ça met peut-être la famille dans l'embarras, mais certainement pas, comme dans toutes les autres occurrences examinées, ça ne menace pas d'extinction, de destruction, le groupe. Sauf, bien sûr, si les femmes se mettent à coucher avec les ennemis. Parce qu'alors, bien sûr, si les enfants qui naissent sont les enfants de l'ennemi, le groupe est condamné à la disparition aussi. D'où, de la même façon que les hommes ont pour devoir de défendre le groupe au péril de leur vie, de la même façon, les femmes doivent défendre leur honneur
au péril de leur vie, leur honneur, leur loyauté, ne pas et donc préférer cette injonction terrible, il faut préférer la mort et résister jusqu'à mourir plutôt que de consentir à se laisser violer. Alors j'imagine, bon, je ne vais pas entrer parce que nous n'avons plus assez de temps, mais la clé pour moi de ce raisonnement m'a été donnée par Tite-Live dans son traitement et les commentaires qu'il a générés ensuite dans son traitement du suicide de Lucrèce, du viol et de la réaction ensuite, suite à son viol par un prince qui dit Tite-Live à 2 reprises, se conduit comme un ennemi. Mais donc, on a là une explication, une hypothèse plausible qui permet d'expliquer pourquoi cette même réaction se donne à voir dans cette situation-là. Ce qui ne se donne pas à voir, ce qui reste incompréhensible, c'est que ce soit que cette réaction soit restée aussi forte, et Dieu sait si elle l'est encore dans certains endroits, alors même qu'elle se produit dans des... Nous savons bien maintenant que la plupart des viols qui se produisent ne sont pas le fait des ennemis, mais sont le fait de parents, sont le fait d'amis, sont le fait de proches. Alors pourquoi là, franchement, ça reste encore, à mon sens, un grand point d'interrogation. L'hypothèse que je suggère dans le livre, c'est qu'effectivement, quelque chose comme la domination masculine est passée par là et a confisqué à son profit cette réaction pour asseoir effectivement le statut des femmes comme propriété de leur mari, de leur conjoint, de leur famille, et de sorte que ce qui était au départ une protection de la loyauté au groupe est devenu protection simplement de la loyauté au mari. Et ce qui m'a semblé passionnant aussi dans cette dernière partie de l'enquête, c'est d'abord d'être inspiré par un certain nombre d'auteurs contemporains qui en parlent très bien. Et je voudrais citer en particulier Virginie Despentes dans King Kong Theory et Caroline Lamarche, avec laquelle j'ai eu le privilège de pouvoir faire un bout de chemin pour écrire un chapitre dans La mémoire de l'air, et que nous avons donc des femmes qui réfléchissent elles-mêmes à cette expérience, qui l'élaborent elles-mêmes et qui nous disent des choses que je pense l'éclairage que je donne permet d'expliquer. Par exemple, quand Virginie Despentes dit voilà, j'étais seule, enfin, avec une amie, mais, face à trois types qui ont une carabine, donc un rapport de force écrasant. J'ai mon petit canif. Et je n'utilise pas mon petit canif, et j'enrage d'avoir été lâche au point de ne pas utiliser mon petit canif pour nous défaire. Et j'enrage d'enrager. Mais, et d'où ça vient cette rage-là, dont on retrouve, je trouve, des traces dans d'autres témoignages aussi. Ben, je pense que c'est encore un reste de cette injonction à la défense, même si ça ne sert à rien, pour l'honneur. Et donc, je pense aussi que étant donné qu'aujourd'hui, cet enjeu de loyauté au groupe, de mettre le groupe en danger, n'est plus là, il n'y a plus de honte à vouloir rester en vie, si vous voulez. On peut complètement aussi, et d'ailleurs c'est ce qui se produit dans un certain nombre de cas, mais on peut complètement, estimer que c'est impératif
que le souci de rester en vie dans cette situation-là est pleinement légitime et autorise toutes les ruses et tous les subterfuges. Alors que, par contre, on ne peut pas s'empêcher quand même encore de penser que si on est un résistant dans un réseau clandestin, etc., qu'on est arrêté et qu'on est exposé à des mauvais traitements, voire à de la torture, l'impératif de se taire fait sens encore. Plutôt vivre que de perdre son honneur. On peut perdre son honneur pour continuer à vivre dans les sociétés démocratiques d'aujourd'hui. Dans les sociétés démocratiques, on peut perdre son honneur dans cette expérience-là de l'agression sexuelle, sans aucun, parce qu'on ne perd pas son honneur, parce qu'on n'est pas déloyal au groupe. Justement, pour terminer sur cette dernière partie, je crois que ce qui est aussi très fort dans ce que tu dis, c'est à quel point, peut-être à la différence des deux autres groupes que tu étudies, les femmes résistent à ces injonctions. Il y a une véritable opposition de ces femmes à ces injonctions sur ce code de l'honneur et sur ce qui est imposé à leur façon de vivre. Et non seulement elles résistent, mais la critique de ces injonctions les aide à mieux déchiffrer la domination masculine. Et c'est assez logique que la critique d'une réaction infondée conduisent à de l'émancipation. Alors que, par contre, la critique d'une réaction qui a du sens, elle conduit plutôt à des égarements moraux. Lorsque Landsman, pour revenir à dire un mot des Sonderkommando, lorsque Landsman dit des Sonderkommando, ce sont des héros et des martyrs, il nous amène à donner en modèle à suivre des gens qui malgré toute la compassion qu'on peut avoir pour eux, ne peuvent pas être donnés en modèle. À moins alors de commencer à effectivement défendre une morale de la survie à n'importe quel prix, qui malheureusement s'accorde très bien avec l'éthos d'un capitalisme décomplexé tel qu'on le connaît depuis quelques années. Jean-Michel Chaumont, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et au revoir et puis à bientôt. Merci.